On ne parle que de ça en ce 1er juin. Nous avons choisi de consacrer l'émission à Marilyn Monroe. La plus grande icône du cinéma aurait eu en effet 90 ans aujourd'hui. Bonjour Sébastien Cochon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de Marilyn Monroe puisque vous êtes cinéphile, collectionneur et par ailleurs vous êtes directeur de la communication d'Unifrance. Vous venez de faire publier cet ouvrage, Marilyn 1962, dans lequel vous faites le portrait de 12 témoins des derniers jours de la star, ceux qui la côtoyaient au quotidien, ceux qui travaillaient pour elle. On va considérer que c'était une armée des ombres, en quelque sorte, qui travaillait pour elle. Ça allait du maquilleur à la coach, en passant par le psychanalyste, le secrétaire, la gouvernante. Mais on y reviendra tout à l'heure à cet ouvrage. Je le disais en introduction que Marilyn Monroe était certainement la plus grande icône du cinéma. Elle l'est encore aujourd'hui. Comment vous expliquez cette longévité, si on peut dire ça comme ça? Je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus complexe que l'image qu'on a pu avoir, même d'elle de son vivant, et puis peu après sa mort prématurée aussi à 36 ans, a fait qu'on ne la connaîtra jamais à 90 ans. Et je pense que sa carrière et l'aura qu'elle a aujourd'hui n'aurait sans doute pas été la même si elle avait survécu à la nuit du 4 août 62. Et après, c'est quelqu'un dont on a, au fil des ans, découvert toutes les strates. Et c'est ça qui est intéressant dans le personnage, c'est que c'était une actrice, une femme engagée, une personne ambitieuse. Elle avait monté sa société de production, elle avait des projets très différents, elle était très, très impliquée même dans des aspirations politiques. Donc je pense que c'est aussi la clé du succès et de la longévité de ce personnage. Quand on regarde certaines de ces photos, on est frappé par sa modernité, ce côté intemporel, on dirait une femme d'aujourd'hui presque. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est très vrai. Et d'ailleurs, les photos, c'est aussi vraiment quelque chose de très important. C'est qu'on l'oublie un peu, mais avant d'être une actrice, elle a été mannequin. Et un mannequin assez ayant beaucoup de succès. Elle a fait beaucoup de campagnes très jeune avant de signer un contrat à la Fox. Et par la suite, elle a toujours eu une histoire particulière avec les photographes. Elle n'a cessé de faire des photos toute sa vie. C'est incroyable. Aujourd'hui encore. Quelques jours d'ailleurs avant son décès. Oui, on en retrouve encore. Moi qui suis ça de près et qui les collectionne et qui ai eu la chance de rencontrer des photographes, même encore aujourd'hui, je redécouvre des séries. Pas des choses, avec pas énormément de... mais on arrive à retrouver des photos d'elle inédites quasiment chaque année. Et je pense que ça contribue aussi au fait que le mythe dure aussi longtemps, c'est qu'il y a toutes les facettes. Il y a des photos d'elle très glamour, les photos de promotion des studios, et puis il y a des photos comme les grandes séries qu'elle a fait en 62, peu de temps avant de mourir, qui sont des grandes séries photos avec Bernstein, avec George Barris, avec Douglas Kirkland, avec Alan Grant pour Life, et qui sont des photos très modernes, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais. On la voyait très dénudée avec ce foulard orange. Alors ça, c'est un peu vieilli, ça fait partie de celles... Ils font partie des séries assez modernes, où on voyait même sa cicatrice de son opération de la vésicule biliaire, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Vous parlez de mythe, évidemment, on parle d'icône également, intemporelle, et pourtant on s'étonne encore aujourd'hui que ce personnage qui était too much, on va dire, cette femme qui affichait trop de sourires, trop de poitrine, qui était une femme sexy, sexuelle, trop sexuelle pour certains, comment elle a pu plaire encore aujourd'hui au plus grand nombre? Mais elle avait justement aussi cet instinct du public. Il ne faut pas oublier qu'il y avait Marilyn Monroe, l'actrice, la star, etc. Mais il y avait aussi une femme derrière tout ça. Et elle a été vraiment une cheville ouvrière de la fabrication de ce personnage. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la dualité, l'intérêt et la pérennité. C'est qu'on sent que derrière, ce n'était pas juste une créature créée comme ça par Hollywood. D'abord, elle a été... C'était pas une marionnette? Non, pas du tout. Elle s'est façonnée elle-même. Elle a eu l'intelligence de choisir les gens aussi pour l'aider à façonner ce personnage. C'est intéressant de voir que dans son entourage, le maquilleur qui était devenu un ami, c'est le maquilleur qui lui a fait passer son bout d'essai, qu'elle a réussi, avec lequel elle a eu son premier contrat de 6 mois à la Fox. Et ils ont sympathisé, ils sont restés amis, ils ont développé ensemble. Elle a appris beaucoup de choses auprès de lui. Son visage, comment façonner ce visage. C'est lui qui le lui a fasciné, parce qu'au début, il est un peu débarbouillé. Oui, ils l'ont fait ensemble. Lui, c'est un maquilleur qui avait travaillé avec des grandes actrices, Lana Turner, etc. Et donc, c'était un grand pro. Et elle a tout de suite senti, elle avait cet instinct aussi de savoir s'entourer, de savoir trouver les gens qui allaient lui apporter des choses. Qui allaient la magnifier. Oui. À propos de magnifier et de beauté, vous parliez du maquillage, vous consacrez tout un chapitre au maquilleur, mais vous consacrez aussi un chapitre à sa coiffeuse, Agnès. Oui. Et dans ce chapitre-là, on apprend plein de choses sur la couleur de cheveux de Marilyn. D'abord qu'elle n'était pas blonde, et surtout pas blonde platine, qu'elle était plutôt rousse et qu'elle avait les cheveux foncés. Ça, on le sait. Mais on le sait depuis longtemps. Mais vous parlez aussi d'un certain nombre de situations dans lesquelles Marilyn était extrêmement susceptible.
invisible. Il y a tout un passage justement où elle est assez révoltée contre sa partenaire de jeu dans son dernier tournage, qui semble-t-il a les cheveux légèrement éclaircis et elle ne le supporte pas. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette susceptibilité ou cette anecdote concernant Oui, je pense que Marilyn. c'est une anecdote réelle, en plus, qui a été racontée par Henry Weinstein, le producteur du film, peu de temps avant son décès, dans un documentaire sur les coulisses du dernier tournage, où effectivement, Marilyn, dans Something's Gotta Give, partageait l'affiche avec Sid Charisse, qui avait un rôle secondaire, mais un rôle quand même important. Et elle avait estimé, au visionnage des premiers rushs, que la couleur de cheveux était un peu trop claire, ça tirait un peu trop sur le blond cendré, et qu'il y avait une blonde dans le film, c'était elle. Donc ça peut paraître un peu ridicule et une manifestation d'un ego surdimensionné ou d'un narcissisme exacerbé. En réalité, c'est sans doute ça aussi, mais c'est vrai qu'elle avait mis beaucoup de temps à construire ce personnage. Elle était la reine d'Hollywood, c'était la blonde. Son personnage était construit autour de ça et elle était dans une situation où à 36 ans, ça devenait difficile pour elle. On ne lui faisait pas de cadeaux, le studio ne lui en faisait pas, la presse ne lui en faisait pas. Et c'était aussi une façon de maintenir sa place, sa part, de faire attention à ce qu'elle reste toujours la blonde. Alors votre ouvrage livre une foule d'anecdotes et de détails évidemment qu'on laissera aux lecteurs le soin de découvrir. C'est quand même une des rares stars dont on a disséqué la vie privée et professionnelle dans toutes ses longueurs, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. On dit même qu'il y a plus d'ouvrages d'elle publiés que sur la Seconde Guerre mondiale. Je crois pas. Non, je crois pas. Et pourtant, ça reste quand même quelqu'un qui est entouré de mystères. Quel personnage, quelle personnalité elle avait en réalité? Qui était-elle vraiment? On dit d'elle que c'était une fille drôle, quelqu'un d'intelligent, de cultivé et parfois de manipulatrice. Qu'en était-il vraiment en fait de ça? C'est toujours difficile de distinguer l'image publique de la personne privée. Dans le cas de Marilyn Monroe, on a la chance, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été conservées et qu'on découvre seulement aujourd'hui. Il y a, comme tout ce qu'elle a touché de près ou de loin prend de la valeur avec les années, on a la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui étaient justement des proches de l'entourage, qui ont gardé beaucoup de documents, de lettres, de courriers, de contrats, de notes, de mémos, des choses qui sont un peu anecdotique comme ça, mais qui, mises bout à bout, vous donne une assez bonne photographie de qui est la personne et de ce qu'elle faisait. Il y a comme ça des choses assez drôles que moi j'ai retrouvées dans des catalogues de vente aux enchères. J'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler avec deux documentalistes très spécialisés, Christian Montagnier et Eric Patry, qui m'ont beaucoup aidé aussi à apporter comme ça des documents, des informations très précises, très recoupées. Et tout ça, ça donne une photographie assez différente de, effectivement, la star un peu évaporée, fatiguée. Non, on s'aperçoit qu'elle suivait tous les dossiers avec beaucoup d'attention, qu'elle était très précise sur certaines choses, très professionnelle. On a vu aussi quand sa bibliothèque a été vendue aux enchères chez Christie's, il y avait plus de 400 ouvrages, que c'est une érudite, que c'est quelqu'un qui a toujours eu envie de s'entourer d'intellectuels, d'approfondir sa culture. Elle a eu une scolarité un peu chaotique, elle a eu une enfance qu'on sait pas très heureuse, et donc je pense qu'il y avait aussi ce complexe d'infériorité de s'entourer de gens qui pouvaient la faire grandir. Cette jeune femme qui est décédée à 36 ans, seule, un soir d'été en 1962. Avec la gouvernante qui dormait dans une chambre d'amis. Avec la gouvernante qui n'a rien entendu et qui dormait à côté. Je disais seule, c'est effectivement la solitude aussi, c'est un des états qui ont submergé sa vie. Oui, seule et très entourée, parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelques-unes des personnes qui étaient parmi ses proches, notamment le photographe Larry Schiller, qui l'a vu le matin du 4 août 62, puisqu'il est passé la voir pour lui faire approuver des photos. Et lui m'a dit, en riant, mais on n'arrête pas de parler de sa solitude, mais elle était entourée. Moi, je suis passé la voir à 9h du matin, il y avait la gouvernante qui était en train de faire un petit déjeuner, il y avait le masseur qui allait arriver derrière. Enfin, il y avait effectivement ce tourbillon de gens autour d'elle, mais ce qui n'empêchait pas effectivement de ressentir la solitude. Totalement seule. C'est très impressionnant d'ailleurs, parce que dans d'autres ouvrages que j'ai pu lire, c'est effectivement quelque chose qui est incompréhensible presque, parce que elle n'a jamais cherché à s'en sortir de cette solitude pratiquement. Ah si, je crois que si, justement. Je crois qu'elle elle a essayé de fonder une famille à plusieurs reprises. Elle s'est mariée 3 fois. Elle a divorcé 3 fois. On parle beaucoup d'avortements. Oui, tout ça, ça fait partie d'une littérature assez sensationnelle qu'on a vu éclore dans les années 80-90, après les grandes biographies à l'anglo-saxonne, où on a essayé justement de faire d'elle un personnage un peu paumé, avec des fréquentations, avec la politique, les Kennedy, la mafia, la CIA. C'était plutôt orchestré par des gens qui ont essayé de faire de l'argent sur son dos et de créer des choses comme ça. La réalité était probablement beaucoup plus simple que ça. Plus simple et plus banale, plus humaine. Et plus triste aussi. C'est-à-dire que voilà, c'était, je pense, une femme qui essayait de s'en sortir, dont la carrière commençait à prendre une pente un peu fléchissante et qui rassemblait son énergie et son talent pour essayer de continuer et de monter des projets.
À votre avis, quel aurait été le parcours de Marilyn Monroe si elle avait vécu jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que les studios lui auraient donné ces rôles dramatiques dont elle rêvait? Je pense qu'il lui aurait jamais donné. Elle l'avait compris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait mené très tôt une bataille contre la Fox, qui était son studio. Elle avait d'ailleurs réussi à les faire plier. Elle avait renégocié en 55 son contrat. Elle avait gagné. Elle avait monté sa maison de production. Les gens l'oublient un peu, mais c'était vraiment une femme, une entrepreneuse, elle aussi. Elle achetait des droits sur des pièces. Elle voulait développer ses projets. Donc, je pense que si elle avait vécu et qu'elle avait suivi cette veine-là, elle aurait pu être sans doute une productrice ou même une réalisatrice ou une scénariste, parce que sur le dernier tournage, elle avait travaillé avec un scénariste au début quand elle préparait le film qu'elle allait tourner, et elle faisait des annotations assez sensées sur le rythme d'une histoire, sur ce qui faisait qu'une scène était drôle, réussie, crédible ou pas, sur les liens entre les personnages. Je pense que c'est quelqu'un qui avait quand même, on l'oublie aussi un peu, mais elle a fait quand même 30 films en 16 ans, elle a beaucoup travaillé, elle était vraiment au cœur de l'industrie, et je pense qu'elle avait un regard assez particulier. Donc moi j'ai très envie de croire qu'avec les années 70, elle aurait pu développer des structures, travailler après avec les réalisateurs qui ont fait le nouvel Hollywood, mais c'est difficile de savoir. Bien sûr. Ça sera ma dernière question pour vous. Quel film donne l'image, on va dire, la plus juste de Marilyn Monroe, ou je dirais, quel est le film qui vous touche le plus d'elle? C'est vraiment difficile parce qu'elle en a fait beaucoup. Elle n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Moi, je trouve qu'elle est bien dans tous, évidemment, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes. C'est aussi une des clés de son succès, c'est que c'était une très grande actrice. Là, c'était pas qu'une fille qui a fait des photos, qui était sexy et qui est morte jeune. C'était vraiment une très grande actrice. Il faut revoir les comédies parce qu'elle, elle a essayé d'exister en tant qu'actrice dramatique. Elle s'est beaucoup battue pour ça, pour imposer la reconnaissance et le respect de ses pairs et de la presse, de son vivant. Les Désaxés, je pensais au film Les Désaxés. Oui, c'est un très bon film de Jane Austen, où elle est formidable dedans, mais moi j'aime beaucoup les comédies. Je trouve qu'elle avait un sens de la répartie, du timing comique qui est assez précieux, et certaines mêmes choses, ça reste quand même un très très grand film. C'est celui que vous préférez quasi? Oui, sans doute, oui. Merci beaucoup Sébastien Cochon d'être venu au Figaro nous parler de cet ouvrage Marilyn 1962. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies et il est édité chez Stock. C'est ça. Merci beaucoup. Merci bien.